Sud Radio, 8h13, et l'invité ce matin, Violette Spilbout, députée Renaissance du Nord et porte-parole du groupe Renaissance. Bonjour Violette Spilbout. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, au lendemain donc de ce remaniement gouvernemental. Emmanuel Macron va prendre la parole ce matin à 11h. On va y revenir bien sûr très largement avec vous. On parlera également de votre actualité, de cette proposition de loi notamment que vous déposez aujourd'hui pour mieux lutter contre la violence envers les élus. Mais d'abord donc le président de la République, il doit prendre la parole ce matin à 11h avant le premier conseil des ministres post-remaniement. Qu'attendez-vous de cette prise de parole, de son discours ? J'attends d'abord qu'il ait le même discours qu'il a eu avec nous, les députés Renaissance, là, il y a quelques jours, un discours d'unité, de cohésion. Je pense que c'est un moment où on doit pouvoir apaiser le pays et porter un message rassurant pour les Français. On vient de vivre quand même une période extrêmement difficile qui a touché tout le monde avec les violences urbaines, les émeutes. Donc un message de réassurance et puis aussi une vision pour la rentrée, pour l'avenir, parce que on le sait, on a un remaniement, on va en parler ce matin, mais ce que veulent les Français, c'est avoir une rentrée scolaire qui se passe bien, avec des professeurs devant chaque classe, avoir des perspectives d'emploi, d'intégration. Ils veulent aussi qu'on parle de transition écologique, en particulier nos jeunes. Nos jeunes sont très sensibles à ces questions-là, et puis qu'on vive mieux ensemble. Donc, dans le projet du président de la République, moi j'ai fait la campagne présidentielle, il y avait libérer les énergies, l'entreprise, protéger les Français, et puis rassembler. Et je crois qu'on est dans un moment surtout de rassemblement. De rassemblement, vous dites, c'est la première fois aussi qu'il prendra la parole depuis ces émeutes. Vous en avez parlé, vous attendez aussi qu'il dresse un constat de ce qui s'est véritablement passé, qu'il donne son analyse là-dessus ? Je pense que c'est encore un peu tôt sur l'analyse. Il y a beaucoup de phénomènes dans ces émeutes, à la fois des personnes qui étaient vraiment là pour casser, pour exprimer de la violence, parfois une haine envers les institutions, les services publics. Dans ma circonscription, dans ma métropole, à Lille, à Mons-en-Barœul, il y a eu vraiment beaucoup de services publics détruits. Mais je pense que c'est aussi la mission du nouveau gouvernement. Quand on voit le sujet de la politique de la ville, de tout l'argent public qui est mis dans les quartiers pour les jeunes, tout ce qu'on a fait aussi depuis le dernier quinquennat sur l'apprentissage, sur les perspectives d'accompagnement pour l'emploi, sur l'ensemble, la réforme du lycée professionnel, tout ce qui est fait pour les jeunes, et qu'on voit ce qui s'est passé là avec beaucoup de mineurs qui étaient là aussi pour piller simplement dans une sorte d'euphorie qu'ils décrivent eux-mêmes devant les juges quand ils sont en train de s'expliquer devant la justice. Eh bien, on se dit qu'il y a quand même besoin de comprendre les choses, de travailler avec les acteurs de terrain. Mais alors, j'entends la parole des ministres, certes, mais la parole d'un président, elle compte quand même dans ce contexte-là, non ? Bien sûr, c'est lui qui donne le cap, avec une première ministre renouvelée, solide, cohérence. Je pense qu'il va montrer aussi, et j'espère qu'il va le montrer aussi, qu'on continue sur un cap avec la fermeté, l'autorité de l'État, qui doit être réaffirmée aussi après ce qui s'est passé, et avec une vision où on peut se projeter pour nos jeunes. Et en fait, quand on se projette pour nos jeunes, on se projette aussi en tant que parents, en tant que famille. On a Aurore Berger qui arrive aux solidarités et à la famille. Le sujet de la politique familiale, de comment on arrive à avoir, même quand on est une famille monoparentale, de l'autorité, un pouvoir d'achat qui nous permet d'élever nos enfants correctement, un logement digne. Tout ça, ce sont des questions qui vont rassembler le gouvernement autour d'Emmanuel Macron. Et moi, ce que je me dis, c'est que ces violences urbaines, elles marquent un cap à 1 an du premier quinquennat. On a traversé de nombreuses crises, après la guerre en Ukraine, le Covid, et, les retraites. On est dans une France perturbée. Il y a les vacances, et à la rentrée, c'est pas les mêmes crises pour l'apaisement. Emmanuel Macron, en tout cas, devrait faire aussi le bilan de ces 100 jours depuis la réforme des retraites. On a eu beaucoup d'annonces tout au long de ces 100 jours, mais concrètement, qu'est-ce qui a vraiment changé au final ? Je pense qu'on peut faire un bilan de cette première année quand même pour se dire qu'au-delà du buzz médiatique, au-delà des crises, on a une politique de fond qui fait avancer le pays. Parce que moi je suis à l'Assemblée nationale, je suis députée, on nous avait prédit en juillet dernier une assemblée complètement bloquée, un pays bloqué, on ne pourrait voter aucune loi. Vous avez raison, vous avez raison, ça a été très compliqué, on en a fait les frais, beaucoup de tensions, beaucoup d'agressivité des oppositions, mais
Et vous avez affiché une certaine fermeté. 47 lois en un an, des vrais projets comme le sujet du travail, de l'emploi, de la valeur travail, qui ont été remis au centre du débat avec la loi sur l'assurance chômage, le partage de la valeur et demain, à la rentrée, la loi plein emploi. On voit aussi qu'il y a de la cohérence dans cette année. On suit les projets les uns après les autres sur l'ordre républicain. On a voté la loi sur les moyens de la police. Et on a réussi à la faire passer avec des alliances d'autres groupes, y compris d'opposition. On a voté la loi sur la justice, là, il y a quelques jours, avec des budgets en augmentation. C'est peut-être pas forcément les textes les plus compliqués à faire passer. Mais en même temps, des moyens pour la justice, ça faisait des années qu'il n'y en avait pas eu assez. On sait qu'on est en train de réparer. Et puis on a voté la loi de programmation militaire. Donc l'ordre républicain, justice, police, armée, c'est aussi ce que veulent les Français. Ils veulent une France qui est tenue. Une France qui est tenue avec fermeté, avec autorité, et pour ça, il faut des moyens rétablis. Venons-en, Violette Spilbout, à ce nouveau gouvernement, donc réuni pour la première fois ce matin au Conseil des ministres. Les oppositions dénoncent de manière, il faut le dire, assez unanime, un remaniement qui ne changera rien. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, peut-être qu'ils ne connaissent pas d'abord ceux qui entrent au gouvernement. Moi, j'ai la chance d'avoir comme beaucoup de Français, collègues. C'est vrai que c'est pas forcément des noms très connus. Oui, mais en même temps, la compétence, la motivation, puis la capacité de créer de la nouveauté, je pense qu'on peut faire confiance d'abord à mes collègues députés. Alors, il y a beaucoup de femmes en plus, députés qui rentrent, donc Aurore Berger en premier lieu, mais aussi Sabrina Gresti-Roubache qui va s'occuper de la politique de la ville. Et on parle des quartiers, elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle vient de Marseille, des quartiers nord de Marseille, et qu'elle a vécu toute son enfance. Aussi, vous parlez Prisca Thévenot qui va s'occuper de la jeunesse. Fadila Khattabi, qui est peut-être moins connue, mais nous on l'a bien connue parce qu'elle a été au devant de la scène pendant les retraites. C'était la présidente de la Commission des affaires sociales, et elle va être en charge du handicap. Et on le sait que sur le handicap, on a fait des avancées, notamment avec l'AAH déconjugalisée, mais les familles attendent encore beaucoup sur le handicap. Il y a eu des promesses du président de la République. On a beaucoup de travail. Et ces femmes qui rentrent dans le gouvernement, ces députés, eh bien, elles ont fait leur preuve d'abord une capacité de ténacité et une force politique, et puis aussi, c'est des forts caractères. Je vais vous dire que vous allez voir ce que vous allez voir. Laissons aux Français le soin de les découvrir. Puis peut-être un mot sur Patrice Vergrit. Oui. Je suis du Nord, maire de Dunkerque. C'est dans le Nord, mais on est très proche, on aime Dunkerque. Patrice Vergrit, maire de Dunkerque, président de la communauté urbaine de Dunkerque. Et qui connaît bien le sujet, effectivement. Spécialiste du logement, un grand homme d'État, mais aussi quelqu'un qui a donné une très forte impulsion de transition écologique à Dunkerque et d'attractivité. Aujourd'hui, les gens, ils viennent s'installer à Dunkerque. Les industries viennent s'installer à Dunkerque, et c'est la première ville qui a fait les bus gratuits. Je pense que Patrice Vergrit, il est capable non seulement d'agir, mais d'aller très vite avec des actes très forts sur la politique de logement. Et ça, c'est un vrai sujet qui intéresse les Français. Ce que vous nous dites finalement, et effectivement, c'est qu'on a des profils qui rentrent, qui sont beaucoup plus politiques. Globalement, la société civile, on ne la voit plus dans ce nouveau gouvernement. Elle a disparu. C'est pas un aveu d'échec ici pour Emmanuel Macron. C'était ce qu'il souhaitait mettre en avant. Vous avez raison, ce sont des élus, élus locaux, élus nationaux qui rentrent aujourd'hui au gouvernement avec beaucoup de compétences, un savoir-faire aussi dans les rapports de force entre Parlement et gouvernement, entre gouvernement, cabinet ministériel et administration. C'est nécessaire avec une majorité relative. C'est nécessaire parce que qu'est-ce qu'ils veulent les Français ? Ils veulent de la fermeté sur les réponses judiciaires après ces émeutes urbaines, mais ils veulent aussi de la rapidité de l'administration. Ils veulent qu'on assouplisse les règles. Ils veulent qu'on puisse libérer les énergies. Quand on a des jeunes talents qui sont dans les quartiers, qui ont envie de monter un projet d'entreprise, il ne faut pas que ça prenne 5 ans avec plein de dossiers et que ça soit décourageant. Et ça, c'est vraiment aussi un défi. Et je pense qu'avec des profils politiques, comme vous le dites, qui sont capables de faire bouger les administrations et d'avoir cet assouplissement, comme on vient de le montrer avec le projet de loi reconstruction, eh bien, on sera au rendez-vous. Qui a été voté hier. Donc c'était une erreur finalement de faire confiance à la société civile pour un gouvernement. Moi je dirais pas ça parce que j'ai un attachement pour ces ministres qui partent. J'ai eu beaucoup d'échanges par exemple avec François Braun qui est un grand professionnel de la santé, qui a été chef de service des urgences pendant des années, qui connaît très bien. Donc je pense qu'il ne faut pas faire un procès en quoi que ce soit. Ce sont des personnalités de la société civile qui ont tout donné avec beaucoup de respect, d'engagement pour l'intérêt général. Vous savez, être ministre dans les temps qui courent, c'est un vrai sacerdoce.
Ils l'ont fait avec conviction et je pense que effectivement, on voit que les Français veulent qu'on aille vite et que la politique dans la configuration actuelle avec une majorité relative à l'Assemblée, c'est un vrai exploit de réussir à faire avancer la France. Mais alors ce gouvernement, il se resserre autour des macronistes de la première heure, les plus fidèles, pas d'ouverture à droite. Ça, on l'a vu. La principale prise à gauche, Pape Ndiaye, a été finalement remerciée. Ça va être dur quand même de gouverner, de trouver des coalitions dans ces conditions, non ? Alors moi je pense pas, parce que finalement quand on regarde les textes qu'on a votés, y compris avec le gouvernement précédent, on voit bien que sur beaucoup de sujets on a réussi ces alliances. Je reprends le sujet de l'énergie. La loi sur les énergies renouvelables pour accélérer les éoliennes, le solaire, l'hydrogène. On a réussi à la faire voter plutôt avec la gauche. La loi sur le nucléaire, qui était extrêmement importante parce qu'on est dans une période où il faut que les prix de l'énergie baissent et il faut qu'on ait plus de production d'électricité nucléaire. Eh bien, on a réussi à la faire voter avec une partie de la droite et avec le Parti communiste. Donc, à chaque fois, texte par texte, c'est difficile. C'est beaucoup de négociations. C'est des débats beaucoup plus longs à l'Assemblée nationale. Hein. Effectivement, on finit tard la nuit et toutes les nuits, cette semaine encore, y compris, et jusque ce soir sur le projet de loi industrie verte, mais on y arrive. Donc moi je pense ça risque d'être compliqué à la rentrée sur le budget 2024 par exemple. Oui. Oui, vous avez raison, mais ça a été compliqué déjà sur le PLF 2023. On sait que le budget, c'est un marqueur aussi de la politique générale d'un exécutif. Et donc, on sait qu'on va avoir des oppositions, on sait qu'on va avoir des 49.3. En plus, comme les budgets sont découpés avec les recettes, les dépenses, à chaque fois, on peut être soumis à un 49.3. Tout ça, ça ne va pas être une surprise. C'est une configuration politique qui fait que lors du budget, c'est à ce moment-là qu'il y a le clivage le plus fort. Violette Spilbout, à l'Assemblée, vous êtes membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. La promotion de Gabriel Attal, 34 ans à l'éducation nationale, vous la voyez d'un bon œil? C'est une bonne nouvelle pour vous? C'est un excellent signe. L'arrivée de Gabriel Attal, d'abord parce qu'il a été à la jeunesse, il a déjà été en charge de la jeunesse, et je pense que c'est quelqu'un qui est très proche des jeunes, qui les connaît, qui s'intéresse à la fois aux questions d'éducation, d'histoire, de rapport à la République française, et il l'a redit, c'est sa première priorité, rétablir l'autorité et la fermeté à l'école, et aussi parce que c'est quelqu'un qui comprend la modernité du monde dans lequel évoluent nos enfants. Je pense au numérique, aux réseaux sociaux, à l'information déferlante et au risque des fake news, au harcèlement scolaire. Et sa deuxième priorité, quand il parle d'enfants heureux à l'école, bien sûr qu'il fait allusion au sujet du harcèlement, de l'embrigadement sur les réseaux sociaux. Tous ces sujets-là, il a même cité l'intelligence artificielle hier dans son discours d'intronisation. Moi, je pense qu'on a besoin en fait d'avoir une école qui marche sur ses deux pieds, redire la confiance en l'école, les savoirs fondamentaux et en des professeurs qui sont les métiers essentiels pour l'éducation, pour l'égalité des chances, et puis aussi savoir projeter nos jeunes dans un avenir qui est parfois inquiétant et menaçant avec la transformation de ce monde dans lequel ils vivent. Lors de sa passation de pouvoir, il a parlé aussi, en l'occurrence, de son enfance, scolarisée dans le privé. Est-ce que ça ne va pas être un handicap pour lui ? Alors vous allez dire que je suis très positive, mais effectivement c'est le cas quand je l'ai entendu parler de l'école privée et de l'école publique, de s'occuper de tous les élèves, de quelque part mettre fin à un clivage idéologique. Moi, ça me va très bien, parce que devant chaque élève, il y a un professeur qui l'enseigne dans le privé ou dans le public, il a la même mission de l'éducation nationale. Les parents qui font le choix de mettre dans le privé, c'est soit un choix géographique, soit un choix effectivement religieux, mais soit aussi un choix de mixité, de méthodologie pédagogique. Moi, je connais beaucoup de parents à Lille, dans ma circonscription, à Marc-en-Barœul, qui mettent leurs enfants dans le privé. C'est pas que des bourgeois, que des nantis. Je crois qu'il y a eu une caricature pendant des années du clivage entre privé et public. Et aujourd'hui, le fait qu'il dise ça dans son discours, pour moi, c'est un signe au contraire très fort d'ouverture. On ne met pas des gens dans des cases. On s'adresse à tous les Français. On a une politique pour éviter tous les Français. L'effet boomerang, que ça lui revienne aussi à la figure avec des polémiques. Pourquoi pas là-dessus?
Attal. C'est un ministre malin, intelligent, qui sait prévenir les coups et il est là aussi pour diriger un grand ministère et donc il doit être fin sur ces sujets-là. Une dernière question rapide sur ce remaniement. C'était un peu particulier. Finalement, on a eu juste un communiqué de presse pour nous signaler ce remaniement, avec un remaniement plutôt resserré. On sait que Elisabeth Borne voulait un remaniement plus large, bien plus large. Est-ce que Emmanuel Macron finalement n'a pas imposé sa volonté à Elisabeth Borne ? Moi, vous savez, je ne m'attache pas beaucoup à la forme de l'annonce, l'ampleur, 8, 10, 5 ministres. Je m'attache, comme vous l'avez vu, aux personnalités qui entrent dans ce gouvernement, à l'engagement pour l'intérêt général, qu'on soit ministre sortant ou ministre entrant, quelque part, on sent dans les discours, dans les expressions, beaucoup de dévouement pour l'intérêt général. Moi, c'est un engagement que je respecte énormément. Vous parliez de ma proposition de loi, on va y venir. Être élu aujourd'hui, c'est très difficile. On est soumis à la violence, les réseaux sociaux, les menaces, la caricature en permanence. Justement, venons-en. Donc voilà, ministre, avant ou après, c'est courageux. Venons-en à cette proposition de loi que vous allez déposer aujourd'hui pour lutter donc contre cette violence envers les élus, un sujet qui vous touche tout particulièrement. On se souvient, votre domicile qui avait été muré par des syndicalistes lors du mouvement contre la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il contient précisément, cette proposition de loi ? Qu'est-ce qu'elle contient ? Alors je l'ai présenté hier à la ministre des collectivités territoriales, Dominique Faure, qui travaille auprès de Gérald Darmanin. C'est une proposition de loi qui a pour vocation de protéger les élus contre les violences physique, c'est-à-dire les attaques au domicile, les sujets de vidéoprotection par exemple, la prise en charge de la protection personnelle quand quelqu'un est menacé de mort, qu'on soit élu de la majorité, c'est-à-dire maire, on pense bien sûr au maire de la Haye-les-Roses, au maire de Saint-Brévin, à tous ceux qui ont été attaqués dans ces derniers temps, mais aussi aux élus d'opposition et même aux candidats aux élections qui parfois sont exposés à ce type de violence. Et puis c'est une loi qui comprend aussi la lutte et la protection contre les violences psychologiques aux élus et à leurs familles. C'est-à-dire ? On voit bien que lorsqu'il y a une violence au domicile, qu'un enfant est touché, derrière il y a des conséquences qui sont parfois très longues, des conséquences psychologiques, une peur d'être dans la rue, une inquiétude, des enfants qui ne dorment plus. On a besoin de ce suivi psychologique. Bien sûr, il y a un certain nombre de protections qui existent aujourd'hui, protection fonctionnelle, des mutuelles. Il y a des lois déjà, effectivement, là-dessus. Est-ce que vous demandez c'est quoi ? C'est des sanctions plus lourdes aussi ? Et puis j'arrive à la dernière chose, bien sûr, et comme beaucoup de mes collègues, et là des Républicains notamment, mais aussi d'autres élus qui ont déjà fait des propositions de loi, c'est un renforcement sur les sanctions, c'est aligner les sanctions sur les violences qui sont faites aux gendarmes, aux policiers, aux représentants de l'autorité publique, avec 75 000 € d'amende, des années de prison. On veut vraiment qu'il y ait un message très clair et qui protège l'engagement des maires. Et puis dernière chose, il y a les violences aussi sur les réseaux sociaux. La haine en ligne, on sait qu'il y a beaucoup de lois là-dessus, on aura un projet de loi numérique, mais sur les élus spécifiquement, on veut là aussi, quand il y a une menace de mort, qu'il puisse y avoir une saisine très rapide, une action très rapide, parce qu'on sait que les élus sont particulièrement exposés. Et moi, je rencontre plein de fois à Lille. Quel type de sanctions dans ce cas-là, sur du harcèlement ? On est en train d'y travailler, mais par exemple des amendes forfaitaires qui permettent directement avec la plateforme Pharos de déclaration de la haine en ligne, d'avoir des agents assermentés qui feraient directement une amende. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on va travailler avec Jean-Noël Barrot. Moi, ce que je veux, c'est que des gens qui sont compétents, qui sont engagés, qui ont fait une carrière professionnelle, qui ont envie et qui s'intéressent à la politique comme beaucoup de Français, puissent s'engager encore en tant qu'élu local ou national. Allez, un mot très rapide pour finir, parce qu'on a un peu dépassé les chronos, effectivement. Et mon réalisateur me regarde du coin de l'œil. Violette Spilbout, juste, voilà, entrée au gouvernement donc d'Aurore Bergé, vous allez devoir vous trouver un ou une nouvelle présidente des députés Renaissance à l'Assemblée. Est-ce que c'est un poste qui vous intéresserait ? Écoutez, je suis jeune députée, donc moi je suis encore en train de prendre mes responsabilités et de faire en sorte de pouvoir proposer des lois, d'écouter ma circonscription et d'être dans l'action. On a des collègues, et en particulier notre premier vice-président Sylvain Maillard, qui sont déjà à l'œuvre et qui sont prêts, puisque Aurore avait été en congé maternité 1 mois et demi et qu'il l'a déjà remplacé. Donc je pense que les choses sont en train de s'organiser. Et dans les quelques jours qui viennent, on aura toutes les responsabilités qui seront repartagées au sein du groupe. Merci beaucoup Violette Spilbout, députée de la 9e circonscription donc du Nord, porte-parole du groupe Renaissance. Bonne journée à vous. Merci.